Édouard Tivoli est à présent avec nous en plateau. Édouard Tivoli qui est directeur général de la holding Tivoli, mais également en charge des finances du groupe Tivoli. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors Tivoli, vous êtes un expert de la découpe, en tout cas de tout ce qui a trait de près ou de loin à la découpe, que ce soit industrielle ou même pour les particuliers, c'est bien ça? Alors c'est bien ça, mais pour être plus précis, on est un concepteur, un fabricant d'outils coupants. Donc on produit des outils qui sont des forêts pour percer, des tarots pour faire le filetage intérieur dans les trous, et également des fraises pour travailler la matière dans les 3 dimensions et enlever de la matière pour créer des pièces pour l'industrie notamment. Alors c'est que pour l'industrie ou vous adressez à un secteur plus large chez Tivoli? Alors la question est pertinente parce qu'on est un groupe qui est assis sur 2 grands domaines d'activité stratégique, alors au business unit selon les termes anglo-saxons ou français. Premier domaine d'activité stratégique qui est l'activité consommateur, où on vend des produits soit à la GSB, soit à des distributeurs professionnels. Donc ça c'est toute la partie on va dire consommateur, on est en contact direct avec des distributeurs. Et à côté de ça, qui vont le revendre aux particuliers derrière, qui vont vendre au client final en magasin. Je ne vais pas donner de marque ici, mais on peut l'acheter en magasin comme n'importe qui. Exactement. À côté de ça, on a un autre domaine d'activité qui est le domaine où on est en contact direct avec des industriels, où on conçoit et on fabrique en collaboration avec ces industriels par rapport à leurs besoins et leurs applications, des outils dédiés à leur business. Exemple concret, ça peut être dans le domaine aéronautique, où on est très présent, ça peut être dans le domaine médical, qui est une activité très particulière qui se rapproche également de la connaissance technique industrielle. Et ces 2 domaines d'activité, consommateurs et industriels, sont à peu près équilibrés dans notre activité globale, donc moitié-moitié. Alors ça peut paraître un peu surprenant qu'une même entreprise fournisse d'un côté le domaine aéronautique, où on imagine bien effectivement qu'il faille découper des choses mais plutôt assez grandes, assez volumineuses, avec une énorme précision j'imagine pour l'aéronautique, et du coup c'est une précision qu'on retrouve dans le médical également, d'où le fait d'être présent sur les 2 domaines. Alors je vais vous faire une réponse historique. Réponse historique, on est un groupe qui a à peu près 100 ans. On a fêté notre 100e anniversaire l'année dernière, on a créé en fait cette société je veux dire, par rapport à des besoins historiques, et les besoins n'ont jamais cessé d'évoluer. On peut dire que c'est un ancien métier, mais c'est un métier qui est extrêmement moderne. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un avion, dans un avion, vous avez à peu près 300 000 à 500 000 trous à réaliser. Ce qui veut dire que derrière, on doit être capable de produire des outils qui sont précis au centième de micron près et qui doivent répondre à des applications techniques et de percer plusieurs matériaux en sandwich. Donc des trous, par exemple, pour mettre des vis, des boulons. Exactement. Enfin, que c'est plus que des vis, mais d'accord. C'est exactement ça. Et ce même degré de précision, ce même degré d'exigence technique, on le retrouve dans le secteur qui est un secteur médical. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes process, ce ne sont pas les mêmes matières, ce ne sont pas les mêmes contraintes, mais ce sont des exigences qui sont extrêmes. C'est-à-dire que c'est la Formule 1, pour être un peu caricatural, c'est la Formule 1 de l'outillage. Et derrière, ce savoir-faire, tant dans le domaine médical que dans le domaine industriel et aéronautique, on en fait profiter nos autres clients qui sont dans le domaine professionnel ou de la distribution ou le grand public, parce que des applications, on les retrouve comme en matière de Formule 1. Je vais dans la voiture tous les jours, je veux dire qu'il y a des déclinaisons qui se retrouvent au quotidien. Voilà pourquoi on a 2 jambes et 2 marchés bien distincts. Et si on est capable effectivement d'assurer de très hauts niveaux de sécurité dans la conception, que ce soit dans l'aéronautique ou dans le médical, j'imagine qu'on est du coup capable de solliciter plus facilement quand il s'agit de construire une voiture ou même d'autres types d'applications. Exactement. Voilà. Vous avez d'autres secteurs d'activité où on reste essentiellement sur ces 2-là? Alors, on a comme 2 secteurs d'activité vraiment principaux. On a un cœur d'activité qui est le forêt. Donc le forêt, c'est tout ce qui est lié au perçage. C'est un secteur qui est extrêmement complexe parce que je veux dire que vous avez des forêts dédiées au métal, des forêts dédiées au bois, des forêts dédiées à la matière béton. Donc je veux dire que là, on va dire c'est un secteur d'activité historique. À côté de ça, on a un secteur qui est très important en termes de business, c'est tout ce qui est taraudage. Donc le taraudage, c'est pour faire le filetage intérieur dans un trou. Là, on est uniquement présent à 90% dans le domaine industriel avec des degrés de précision et d'exigence très forts. Ce qu'on appelle filetage, en fait, c'est ce qui va permettre ensuite d'insérer une vis, c'est ça, de créer le pas de vis, en fait, c'est ça à l'intérieur du trou? Alors sans être technique, un trou, je veux dire que normalement est totalement cylindrique. Si vous voulez visser dans le trou, je veux dire qu'il faut qu'à l'intérieur du trou, vous puissiez avoir ce pas de vis inversé et pour pouvoir derrière ensuite faire le vissage. Pourquoi normalement? Parce qu'en fait les trous sont pas cylindriques, c'est ça? La réponse est là. C'est-à-dire qu'en fait un trou, d'un point de vue microscopique,
technique, et c'est là toute la difficulté et tout le savoir-faire qu'il faut savoir mettre en équation. Un trou a une forme de sac à patates. Donc il faut être capable, et ça c'est si vous regardez ça au microscope, mais il faut être capable, dans des degrés de précision qui sont centièmes de micron, de rendre parfaitement cylindrique le trou, notamment pour les applications industrielles. Alors c'est sûr que si vous, le dimanche matin, vous faites un trou dans votre mur pour accrocher un tableau, je ne verrai pas la différence. Vous ne verrez pas la différence. En revanche, chez un fabricant d'avions ou un fabricant d'applications très techniques, vous avez des exigences, dans l'électronique par exemple, vous avez des exigences qui sont vraiment en centièmes de micron et que votre trou n'est pas parfaitement cylindrique, vous pouvez avoir des micro-fissures qui peuvent engendrer des catastrophes. Et d'ailleurs en matière aéronautique, je veux dire que les micro-fissures peuvent engendrer des méga-fissures si elles sont centrifuges, et ces méga-fissures peuvent derrière engendrer des ruptures de pièces qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Donc c'est un degré d'exigence qui est vraiment essentiel. C'est pas pour le plaisir que le client nous demande des précisions aussi fortes. Et notamment, j'imagine, sous haute pression. Vous le dites, vous existez depuis 100 ans, donc c'est une réponse historique. Est-ce que les techniques ont évolué depuis la création? On est toujours sur des techniques ancestrales? Alors, j'aime bien le terme ancestral, parce que, pour être précis, les premières sources de découverte d'outils de type forêt pour percer, alors c'était pas des forêts à l'époque, mais ça remonte à 75 000 ans. C'est-à-dire qu'on a trouvé en Afrique des traces de perçage pour fabriquer des bijoux à partir de coquillages où les premiers hommes arrivaient à percer des coquillages, donc ça remonte à 75 000 ans. Le forêt tel qu'il existe aujourd'hui résulte d'un brevet qui date de 1863. Nous, notre arrière-grand-père a créé la société en 1917. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin d'outillage lié à la guerre de 14-18 et il y avait un manque en France, il y avait une pénurie d'outils. Voilà l'origine. Mais entre le produit de 1917 et le produit d'aujourd'hui, et même le produit d'il y a 5 ans et le produit qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est le jour à la nuit. C'est-à-dire qu'il y a une technologie au niveau des affûtages. Alors ça, c'est un savoir-faire, il y a des brevets, il y a un certain nombre de protections là-dessus, mais au-delà de ça, je veux dire que vous avez également l'évolution des matériaux, et ce qui est important, c'est pas l'outil en tant que tel, c'est l'adéquation entre l'outil et la matière qui va être percée. Donc c'est en perpétuelle évolution. Donc c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser des ordinateurs, du coup j'imagine, et qu'est-ce qu'on entend par adéquation entre l'outil et le matériau qui va être percé? Ça veut dire qu'en fait on va sélectionner en fait différents forêts selon les outils? Je vais vous donner un exemple assez flagrant. Si on reprend l'exemple de l'aéronautique, vous avez des tranches de matériaux à percer. C'est-à-dire que vous avez un matériau X, un Y, un Z, vous pouvez avoir jusqu'à... superposer les uns aux autres. Exactement, ce qu'on appelle des sandwichs. Je veux dire qu'aujourd'hui, il faut être capable de fabriquer un outil qui arrive à percer l'ensemble de ces tranches dans des conditions de vitesse, dans des conditions de qualité et de perfection du trou afin de le rendre le plus cylindrique possible. Et aujourd'hui, on est capable, grâce à des recherches fondamentales, grâce à des ordinateurs, grâce à notre savoir-faire, de faire des outils qui vont dans ce sens-là. Il y a également un autre aspect, c'est que les matériaux évoluent, mais également le degré de précision de ce qu'on appelle les traitements de surface. Donc l'un dans l'autre, je veux dire que l'outil est en perpétuelle évolution. Il y a des nouveaux matériaux qui apparaissent, on le voit dans l'électronique, où on peut intervenir notamment sur des fraisages pour percer des matériaux composites ou pour fraiser des matériaux sur l'infiniment petit, enfin dans le médical également du coup. Et dans le médical, alors vous touchez un point qui est extrêmement sensible, parce que le médical, on intervient sur tout ce qui est fraises dentaires, forêt d'implantologie, je veux dire, concrètement, c'est des dispositifs médicaux, donc on touche la matière humaine, c'est des produits qui sont dans des process hyper contrôlés, des produits qui correspondent à des spécifications techniques, et on voit bien que vous avez des produits qui sont dédiés à chaque nature, pour être très clair, d'os. Les zones ne sont pas uniformes, donc il y a une adéquation entre l'outil et la matière. On est à ce niveau de précision-là, c'est-à-dire que sur une matière, on a différents types de matières, et donc différents types d'outils pour chaque matière. Exactement, oui. Vous êtes présent aujourd'hui, alors si on revient sur l'entreprise Tivoli, le groupe Tivoli, vous êtes présent aujourd'hui uniquement en France ou vous êtes à l'international? Ça, c'est une question très difficile, mais la réponse, je peux quand même vous la donner. La réponse, si vous regardez notre rapport annuel, on va vous dire que notre part d'activité en dehors de France est plus de 50%. Mais je veux dire que ça ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire que l'activité de Tivoli, aujourd'hui, Tivoli, c'est un groupe qui historiquement est né en France, qui s'est développé en France et en Europe, qui a une présence très forte aux États-Unis. Aux États-Unis, on emploie environ 170 personnes, mais dédiées au marché américain sur un produit qui est uniquement le tarot, avec un savoir-faire, et on est un des leaders sur le marché américain, en Amérique du Nord, du tarot. Donc je veux dire qu'on a une position qui est très forte aux États-Unis. On est également présent en Espagne, on emploie une centaine de personnes.
pour le marché espagnol et Amérique du Sud. Et on est également présent en Asie pour le marché Asie-Pacifique. On a également une centaine de personnes. Donc à chaque fois, en fait, vous construisez sur place et vous vendez sur place. Exactement, oui. Donc après, c'est pas vraiment de l'export, mais c'est une empreinte économique. Concrètement, l'empreinte économique en France, c'est à peu près 50%, et le reste, c'est en dehors du territoire français. Mais le cœur d'activité, l'ADN, je veux dire qu'on est savoyard et on est fier d'être le savoir-faire vient de Savoie, effectivement. Alors, le savoir-faire, il est multiple, c'est-à-dire qu'il est très fort en Savoie, il est très fort également à Chartres, où on avait repris une société il y a 2 ans. Le savoir-faire, il est dédié au couple entre le client et le fournisseur, c'est-à-dire que c'est pas la Savoie qui concentre tout, je veux dire que la Savoie, on est très présent. Pour le savoir-faire, je vais vous donner un exemple très concret. On a également un site de production à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on a ce qu'on appelle le CRAOC. Alors c'est un acronyme terrible. Le CRAOC, ça veut dire quoi? C'est le centre de recherche appliqué à l'outil coupant. Et on fait de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée pour nos clients. Donc là, il y a un savoir-faire spécifique. Donc c'est sûr que quand on a un client en Espagne ou en France qui a besoin de spécificités techniques, voire d'être formé sur les process, je veux dire, on va aller à Saint-Étienne. En Savoie, on a d'autres savoir-faire dédiés pour d'autres process également. Alors vous avez alors, j'ai pas envie de dire racheter, puisque en fait vous avez augmenté une participation dans une entreprise dans laquelle vous aviez déjà une participation, qui est la FFDM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme? Je crois qu'il y a fraises dedans, ce que vous me disiez juste avant l'interview. Oui, alors entre les fraises et les forêts venant de Savoie, on peut se dire qu'on est en train de couper des arbres et de planter des fruits et des légumes. Bien sûr. Mais plus sérieusement, je veux dire que c'est un acronyme qui est terrible, mais qui est très intéressant. C'est l'acronyme d'une société qui veut dire fabrique de fraises dentaires et mécaniques. Donc, on est vraiment dans une activité qui est une activité industrielle. C'est une société qu'on a rachetée en octobre 2016, on a racheté 90% et on a soldé en avril 2018, donc vous êtes bien informés. Je veux dire que la montée au capital de cette société, aujourd'hui on a 98,18% du capital. Donc on a renforcé notre position dans cette société, qui est une société très industrielle, présente dans le médical et présente dans le secteur aéronautique et qui fabrique principalement des fraises. Et alors pour conclure, Edouard, vos prévisions pour l'avenir, qu'est-ce qu'il y a des grandes stratégies déjà qui sont lancées? Ah, vous me faites plaisir en posant cette question. Vous connaissez la phrase d'Alphonse Allais concernant les prévisions, qui disait « Les prévisions sont toujours très difficiles à faire, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. » Donc de faire des prévisions, on peut toujours faire des prévisions, mais on ne sait pas comment elles vont se dérouler. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a un positionnement géographique, on est présent sur plusieurs continents. On a un positionnement marché qui est quand même très très intéressant, dans la mesure où je pense qu'on est un des rares fabricants européens à être capable de produire des outils en forêt assez rapides, ce qu'on appelle HSS, High Speed Steel. On est capable également de produire des forêts et des outils en carbure monobloc, pour l'industrie notamment. C'est des produits qui tournent très très vite, qui ont des vitesses de rotation et de chauffe très élevées. Et on est capable de produire des outils en acier inoxydable et en titane pour l'industrie médicale et pour tout ce qui est forêt, dispositifs médicaux. Donc on a ces 3 capacités, ces 3 savoir-faire, une présence géographique mondiale sur États-Unis, Europe, Asie-Pacifique. Donc il y a de la matière et on n'est pas trop inquiet sur le futur. Donc on continue à bien faire en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de travail. Merci beaucoup, Edouard Tivoli. Je rappelle donc que vous êtes directeur général de la holding Tivoli.